Il paraît que le mot gauche viendrait de gauchir ou de l'ancien français ganchir, qui voulait dire vaciller. Ça serait tout ce qui n'est pas bien droit, la gauche, voire ce qui est carrément maladroit, ce qui est un peu gauche, quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment, à gauche, ça tremble, hein. Ça trébuche, ça casse, ça cogne des gauches plus que des droites. Faudrait veiller à pas trop abuser, parce que vous savez ce qui se passe sur la route, hein. En marche ou en voiture, quand on est sur la voie de gauche et qu'on tient pas sa gauche, on finit par passer l'arme à gauche. Vous comprenez rien? Je vous rassure, moi non plus. Ça devient de plus en plus difficile, je trouve, de savoir où se trouve sa gauche. Vous trouvez pas? Moi, je sais plus, moi. Entre celui qui nous explique qu'il n'est pas socialiste mais de gauche quand même, au point de quitter le gouvernement censé être de gauche, puis son successeur qui s'est manifestement levé du pied gauche et qui lui rappelle en passant que si la gauche c'est le progrès, alors il peut pas marcher à droite. Scène d'anthologie quand même. Hier à Bercy, lors de la passation de pouvoir au ministère de l'économie, un gaucher contrariant, comme diraient des proches, s'est payé un gaucher contrarié. Vous vous souvenez de ces vers de Musset qui n'ont rien à voir, mais sait-on jamais, avec ce mot gauche? Ah, malheur à celui qui laisse la débauche planter le premier clou sous sa mamelle gauche. France Inter. Augustin Trapenard. Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'a jamais caché son intérêt pour la gauche, pour le débat d'idées et pour le questionnement des mots, notamment. Bonjour François Bégodeau, merci d'être là. Ça veut dire quoi, être de gauche? C'est une vraie question aujourd'hui, non? Il y aurait pas mal de définitions, il y a eu des propositions. Je pense à Deleuze qui disait des choses intéressantes là-dessus. Il disait que c'était avoir une perception de soi-même comme habitant le monde et non pas forcément le périmètre étriqué dans lequel on peut habiter parfois. Pour moi, je dirais un truc simple, c'est être de gauche et se demander pour chaque sujet qu'est-ce qu'il en est de la majorité des gens appartenant aux classes populaires. Tout simplement, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que telle mesure produira parmi les gens qui font partie de cette immense majorité de l'humanité qui est, les classes populaires, le peuple commun. J'ai l'impression que c'est pas bien clair pour les gens qui se revendiquent de gauche. C'est à l'écrivain là que je m'adresse, celui qui sait l'importance du mot juste et qui lutte contre les expressions creuses. Est-ce que être de gauche justement serait pas devenu de plus en plus une expression creuse qui perd de son sens? Non, moi je crois pas. Simplement, je pense qu'il y a toujours eu une sorte de gens qui se disent de gauche et que, par exemple, Frédéric Lordon appellerait plutôt des droitiers complexés. C'est-à-dire des gens qui ont fondamentalement un fond de jeu idéologique de droite, mais complexés parce qu'ils ont des scrupules. Ils trouvent qu'il y a un moment, c'est quand même pas beau d'être de droite sur 2 ou 3 comme ça points moraux notamment. Mais ces gens-là n'ont jamais été de gauche. Je pense que les sociodémocrates qui en ce moment nous gouvernent ne sont pas des gens de gauche. Fondamentalement, ils sont pas structurés comme des gens de gauche. Ils n'ont pas été formés comme ça. D'ailleurs, François Hollande a été formé à l'ENA à un moment où l'ENA était en train de faire son virage libéral. Donc que les gens dits de gauche qui ont voté pour lui ne s'étonnent pas de la tournure qu'a pris son quinquennat. C'est peut-être une affaire d'interrogation. Vous parliez de questions tout à l'heure. J'ai l'impression que votre travail consiste précisément, François Bégodeau, à interroger les mots, les sens qu'ils véhiculent, qu'ils ne véhiculent plus, les idées reçues. Je me souviens notamment de la devise, un texte que vous avez écrit pour le théâtre l'année passée. Vous interrogiez la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Vous l'interrogiez, cette devise, vous la remettiez en question aussi. Je me pose la question sur quelles valeurs, sur quelles idées, sur quels clichés, peut-être est-ce qu'il est urgent que la gauche s'interroge aujourd'hui? Alors moi, j'aurais tendance à penser... Effectivement, je pense que c'est un invariant de mon travail d'interroger comme ça les mots et d'interroger leur consistance. Je pense qu'un écrivain, contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est pas l'ami des mots. Ou en tout cas, c'est un ami contrarié des mots, un ami très vigilant des mots. C'est quelqu'un qui se méfie des mots. Et notamment qui se méfie des mots généraux, des grandes généralités. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire que s'il s'agit de repenser la gauche, de la refonder, de que sais-je encore, c'est pas sur des valeurs que je la refondrai. Parce que précisément ce mot valeur, il est extrêmement creux déjà. Je veux dire, n'importe qui l'utilise dans le champ politique et on ne sait jamais pour quel usage. Non, je refondrai pas du tout, moi, la gauche sur des mots généraux, comme par exemple liberté, égalité, fraternité, qu'effectivement j'essayais un peu de détricoter dans ce texte théâtral, mais bien plutôt sur le réel. Je veux dire, alors là, oui, ça serait intéressant que la gauche reparte d'une situation réelle. D'ailleurs, c'est ce que font un certain nombre de penseurs authentiquement de gauche et quelques mouvements politiques aussi, que je trouve parfaitement de gauche, qui simplement se réfèrent à la réalité telle que vécue, encore une fois, prioritairement par les gens des quartiers populaires. S'interroger, François Bégodeau, ça s'apprend? Ouais, je crois, ouais, vraiment. Enfin, en tout cas, ça s'incite, ça s'insuffle. Je crois, oui, bien sûr. Je pense que toute pédagogie devrait être seulement ça, quoi. Interroge-toi. Ne prends rien pour argent comptant. On est en train de te raconter un truc, essaie de questionner la justesse de ce qu'on te raconte, quoi, plutôt que de le gober, aveuglément et sans aucun recul. Moi, j'ai rien appris, moi. Et un des livres que tu aurais lu pour toi, par exemple? Si. La République.
La République de Platon. Ouais. T'as lu ça? Mais comment ça se fait que t'as lu ça? Bah, c'est ma grande sœur qui l'a vu. Mais alors vas-y, raconte-nous, c'est quoi ce livre? Mais en fait, il y a un gars là, comment il s'appelle Il déjà? s'appelle Socrate. Ouais, Socrate. Ben, le gars il vient, il accoste les gens dans la rue et tout, il leur dit est-ce que t'es sûr de penser ce que tu penses? Après, bah, les gens ils savent plus les sont et tout, ils se posent des questions. Il est trop fort. Mais alors quel genre de questions il pose? C'est sur quel sujet? Surtout, c'est sur l'amour, sur la religion, sur Dieu, sur les gens, surtout. C'est pas un livre de pétasse, hein. Entre les murs, évidemment réalisé par Laurent Cantet, Palme d'Or en 2007, adapté de votre roman François Bégodeau, et cette scène géniale entre une élève et son professeur que vous incarnez, sans interrogation, sans question, et pas de démocratie. Je pense que la démocratie, c'est précisément l'exercice, Rancière dirait l'exercice du dissensus, hein, c'est-à-dire, c'est au moment où il y a de la discorde. Quand des gens nous parlent de vivre ensemble, du commun, de se réunir autour de ce qui fait ciment dans la société, ce ne sont pas des démocrates. L'instinct démocratique, la pulsion démocratique est d'abord une pulsion de division. Alors pas forcément de guerre civile, pas forcément de bataille, pas forcément de tête mis au bout des pics. Mais il y a quelque chose comme ça, je veux dire. C'est l'exercice permanent de la discorde. Il faut toujours remettre en question ce qui est, remettre en question ce qu'on a gravé dans le marbre, quoi. C'est vraiment ça, être un citoyen démocratique, je crois. Enfin, je dis une banalité, en fait, mais qui ne paraît plus une banalité quand j'entends certains politiques s'exprimer, dont on a l'impression que le fantasme est toujours de faire en sorte que le peuple ne fasse qu'un. Et non, la démocratie, c'est le multiple. Alors précisément, les Socrates d'aujourd'hui, ceux qui ébranlent les certitudes, qui remettent en question les dogmes, où est-ce qu'on les trouve? Je dirais il y a moi d'abord. Hein. Moi, je pense que je suis le Socrate. Ma mère m'appelle le Socrate du XXe siècle, mais effectivement, ça n'engage qu'elle. Peut-être qu'elle a les yeux de l'avant. Je sais pas. Faudrait demander. Non, je pense que moi, je crois pas au maître. Moi, pas du tout. Je crois pas au maître au singulier, en tout cas. Je crois qu'on a des multiplicités de maîtres et qui donc, en tant que tels, ne sont pas des maîtres à proprement parler. Parce que je pense qu'un maître, il est toujours unique. Il y a des pôles du côté d'influence. des arts, précisément. Mais du côté de la littérature. J'espère bien. Mais je pense que tout ce qui fait vibrer, tout ce qui fait trembler quelqu'un sur son édifice, sur l'édifice culturel qui s'est cimenté avec les années, de par un certain nombre d'injonctions qui lui sont faites, tout ce qui, à chaque fois que ça vibre, ça tremble et donc ça pense. Donc ça se met ça vit, quoi. Et beaucoup de choses peuvent nous faire vibrer. Je veux dire, ça peut être effectivement un cours qui est donné par un professeur, ça peut être un écrivain qu'on lit, ça peut être un film qu'on voit, ça peut être une musique qu'on écoute, ça peut être un papillon qu'on regarde, ça peut être un homme qu'on croise dans la rue et qui a une vibration particulière et qui nous ébranle, qui nous émeut, ou une femme, ou un chien. C'est tout ça tout ce qui nous fait bouger est bon à prendre, je pense, de ce point de vue-là. Quelle vibration est-ce que vous avez essayé de chercher, de trouver peut-être dans Molécules, ce nouveau roman? Moi, j'essaie toujours, quand j'écris des pages, que ça vibre, justement, de faire vibrer la vie, quoi, de faire vibrer le vivant, de ranimer des choses qui sont, pour moi, un peu figées. Et donc, quand je m'empare par exemple, d'un genre un peu, là, c'est vrai que c'est une sorte de polar. Il y a des passages obligés. J'essaie de le revitaliser d'une certaine manière. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça fait véritablement un photographe judiciaire de prendre en photo un cadavre, et notamment une femme égorgée? Qu'est-ce que ça fait à un flic de se retrouver devant un gardé à vue qui avoue tout de suite? Est-ce qu'il serait pas déçu? C'est-à-dire que j'essaie à chaque fois d'aller voir le cœur vibrant des choses. Qu'est-ce que ça fait à une fille qui vient de perdre sa mère assassinée, de se retrouver devant son cercueil où elle va être incinérée? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle se raconte à ce moment-là? Plutôt que d'en faire des scènes un peu clichés, je dirais, j'essaie, de remettre de la vie là-dedans. Oui. Celle qui ne cesse d'interroger, de revitaliser, inlassablement avec opiniâtreté, détermination, mais non sans une certaine fantaisie. François Bégodeau, c'est la culture et son actualité qui nous donne chaque jour matière à réflexion. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 1er septembre? Mais non, c'est pas un secret. Björk is back, et c'est à Londres que la diva islandaise a choisi d'orchestrer son grand retour européen. Dès aujourd'hui, à la Somerset House, elle inaugure son exposition Björk Digital, déjà passée par Sydney et Tokyo cet été. Épaulée par les plus grands artistes de la réalité virtuelle, la chanteuse aux mille et un talents regroupe clips expérimentaux, vidéos immersives et prod numérique pour une expérience aussi branchée que barrée. Pour prolonger le plaisir, Björk donnera aussi 2 concerts dans la capitale anglaise, à l'aise.
Ce qui a marqué ma carrière, la patience, la timidité. Et l'appareil de photo a été peut-être quelquefois un bouclier. À Ribou de Souffle, le célèbre photographe Marc Ribou s'est éteint mardi à l'âge de 93 ans, pilier de l'agence Magnum et maître du noir et blanc. Cet ingénieur de formation reconverti en photographe promeneur a passé près de 60 ans à sillonner le monde pour un cliché rare ou une pose inoubliable à l'image de la jeune fille à la fleur, l'une de ses plus célèbres photos où une opposante à la guerre du Vietnam fait face à des soldats en armes, une fleur à la main. Ciao l'artiste. L'UNESCO sur du bon rail, l'organisation internationale a annoncé hier que l'Algérie avait fait une demande pour faire entrer le rail, chant populaire algérien, au patrimoine mondial de l'humanité. Abdelkader Bendamesh, le président du Conseil des arts et des lettres du pays, a présenté la musique comme une forme d'expression musicale et poétique féminine. Pas de raillerie, nous on vote oui. Petit pays, grand roman et premier prix pour Gaël Faye, le musicien franco-rwandais qui vient de rafler le très prescripteur prix Fnac. Son premier roman Petit pays, sensation de la rentrée littéraire paru chez Grasset, a séduit le jury composé de 400 libraires et autant d'adhérents de la Fnac sur le mode de l'autofiction. L'auteur y raconte l'enfance d'un gamin métis dans le Burundi des années 90 entre 400 coups rigolards et menaces de guerre civile. Nous aussi, on craque pour le prix Fnac. François Bégodeau, vous savez que je compte sur vous pour réagir, parce que s'il y a quelqu'un qui peut réagir à l'actualité culturelle, touche à tout comme vous êtes, c'est bien vous. Est-ce que vous êtes plutôt Björk, Ribou, Rai ou Gaël Faye? Je suis un peu déçu là, parce que il n'y a pas grand-chose que... Gaël Faye, je ne l'ai pas encore lu. Ribou, je connais peu. J'ai vu des photos dans l'IB ce matin que j'ai trouvé vachement bien. Björk, c'est pas exactement ma cam. Même si je suis tombé récemment sur une vidéo qui tourne beaucoup sur Internet d'un de ses premiers concerts, je pense, à 17 ans. Gaël Faye, c'est son premier roman, vous vous souvenez, vous, de l'état dans lequel vous étiez? Pour le premier? Ouais. Oui, plus ou moins, ouais. Je me souviens. J'étais dans un état de sidération, surtout, mais... Non, mais oui, c'est toujours... Sidération devant quoi? Non, mais moi, j'ai ressenti un soulagement quand j'ai publié mon premier roman. La première chose que je me suis dit quand quand l'éditeur en question, Vertical, m'a dit « Ok, on vous prend, enfin, on le signe », je me suis dit « Voilà une bonne chose de faite, quoi. Voilà, au moins, j'aurais pu à m'emmerder, à psychoter sur « Vais-je être publié ? Qui suis-je ou vais-je ?» etc. Ce sont des fausses questions un peu toxiques. Et une fois qu'on est publié, ça permet de se recentrer, se centrer sur la seule vraie question, c'est comment écrire un bon livre. Et en même temps, en gardant ce côté touche à tout que vous avez, François Bégodeau, cette ouverture sur tous les arts qui se ressent, qui apparaît très clairement dans Molécule, votre nouveau roman, où on trouve des digressions sur la musique, sur le disco notamment. Vous posez notamment cette question qui me semble fondamentale, page 208. Qu'est-ce qui lie structurellement le disco à la glorification de l'immanence? Il faut resituer un peu cette page. Je pense que l'auditeur de France Inter, en tout cas, est en droit de savoir. Oui. Il faut resituer cette page. En fait, on est à un moment où un type de 25 ans, dans une soirée plus ou moins alcoolisée, est en train plus ou moins d'entreprendre une fille, et lui tient une espèce de monologue comme ça, alors un peu fumeux, un peu verbeux, et une espèce de théorie alcoolisée sur le disco. Il faut resituer ça comme ça. C'est pas de la, c'est pas l'auteur là qui s'exprime. Et en même temps, ça témoigne de beaucoup d'ironie et de beaucoup d'autodérision. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui vous amuse le plus en réalité? Est-ce que ça serait pas vous? Est-ce que moi-même je m'amuse? Ah non, je crois pas. Non, j'aimerais bien. Ouais. Enfin, des fois, je me fais un peu rire quand je suis tout seul, je me raconte des blagues. En vous moquant de vous-même, on parle bien d'autodérision. Oui, j'espère, parce que c'est quand même la moindre des choses de se moquer de soi, enfin, de se prendre d'abord pour cible. D'autant que le rire, comme dans l'écriture, c'est toujours une mise à distance du réel. Et c'est intéressant parce que je crois à l'origine de Molécule, en l'occurrence, il y a du réel. C'est un fait divers que vous ne nommez jamais et vous mettez en l'occurrence complètement à distance là. Oui, j'ai masqué beaucoup le fait divers réel, qui est d'ailleurs assez peu connu. Parce que, pour deux raisons. D'abord, j'ai pas envie d'impliquer les gens concernés. Je pense que certains sont encore vivants. Et deuxièmement, j'ai tellement extrapolé ce fait divers, je l'ai tellement fictionné, je lui ai tellement donné une destinée très différente de ce qui s'est passé dans les vrais faits que honnêtement, ça devient presque anecdotique que je sois parti d'un fait réel. Et ça, c'est très intéressant quand même dans votre livre, parce que la rubrique des faits divers, vous y faites allusion tout le temps, de manière détournée, en citant des noms comme ceux de Rocancourt, Agnelet, Maigret, quelqu'un qui sonne un petit peu comme des refrains. Qu'est-ce qui fait l'intérêt du fait divers en littérature pour vous? Quel est son enjeu proprement littéraire?
Je pense que c'est une vieille histoire, le fait divers et la littérature, le fait divers et la fiction en général, et le récit. Pourquoi? Mais c'est du récit en barre, un fait divers. C'est presque du récit prémâché. J'allais presque dire que vous n'avez plus qu'à restituer le récit prémâché et vous faites un livre. En fait, c'est plus compliqué que ça. Oui. Mais oui, bon, je pense qu'il y a une compression de vie dans le fait divers. Hein, c'est ça. Il y a une condensation exceptionnel d'affect, de passion, de sentiments, ça engage énormément de choses le fait divers. Pour peu qu'on choisisse bien son fait divers, parce que je pense que à l'inverse, il y a des faits divers qui moi ne m'inspireraient pas, je dirais. Par exemple, quand on a affaire à des criminels, ce que j'appelle des criminels superlatifs, c'est-à-dire par exemple le serial killer, par exemple quelqu'un comme Michel Fourniret, qui peut moi me passionner, je veux dire, m'effrayer. Et donc me passionner quand je prends connaissance de ces crimes. Mais je pense pas que ce soit un bon matériau de fiction, parce que c'est trop radical. C'est non pas que ce soit trop monstrueux et que la littérature puisse pas appréhender le trop monstrueux, c'est pas ça. Mais en termes de récit, il y a quelque chose. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la complexité, c'est remettre de la multiplicité. Avec des gens comme Fourniret, c'est presque impossible. Il faut qu'il y ait de l'opacité aussi. Non? Il faut qu'il y ait de l'opacité. Il faut aussi. Moi, j'ai choisi un criminel particulièrement pas criminel, quoi. C'est-à-dire que c'est juste un type qui commet un crime et qui, d'une certaine manière, se demande lui-même ce qui lui est arrivé. Alors ça, cette absence à ce qu'on a fait m'intéresse beaucoup. Et vous, votre but en tant qu'écrivain, du coup, François Bégaudeau, c'est dissiper l'opacité ou alors au contraire de l'épaissir? Je crois que c'est les deux. C'est-à-dire que j'avais écrit dans mon jeune temps, c'est-à-dire il y a 4 ans, dans mon abécédaire, ça s'appelle Danazeb, je faisais dire à un des personnages autour du banquet où ça délibérait qu'il avait 2 passions, le vrai et le faux. Et alors, vraiment, je pense que je suis indissociablement animé. Vous aimez embrouiller le lecteur, en fait. J'aime bien l'embrouiller, j'aime bien l'éclairer. J'aime bien élucider et j'aime bien opacifier. Parfois, je me dis que dans le champ des discours, il y a trop de simplicité qui traîne. Et donc, c'est bien de remettre de la complexité. À l'inverse, je trouve que parfois, des gens cultivent une sorte de complexité fumeuse. Et là, j'ai plutôt envie de remettre de la clarté. Mais quand on embrouille, quand même, parfois, ça fait peur. Vous faites un petit peu psychopathe, quelquefois, François Bégaudeau. C'est un compliment, j'espère. Une histoire de meurtre, c'est la moindre des choses, effectivement. Psychopathe pour psychopathe, on s'écoute Talking Heads, Psycho Killer. Vous êtes sur France Inter avec François Bégaudeau. Vous écoutez Boomerang. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run.
sur France Inter. Augustin Trapenard. C'est ce qu'on dit, on n'est jamais trop prudent, sous ces airs de dragueur aux lèvres câlines, d'éternel ado, de Bellatello aux répliques divines, il a un truc qui cloche, c'est peut-être son œil au reflet vert, couleur fourbe, son cheveu de plus en plus rare, excès de testostérone, ou alors son indéfroissable chemise bleue, son jean d'un gris suspect, ses tennis qui ont traîné je ne sais où, qui me dit qu'il va pas d'un moment à l'autre s'en prendre à moi, François Bégodeau, mon invité de Boomerang pour son livre Molécules, l'histoire d'un crime commis par un homme sur une femme qu'il a aimée par le passé. Ce qui est intéressant, c'est que votre récit, François, est placé sous le signe de la fragmentation. En fait, vous n'arrêtez pas de changer de point de vue. On est dans la tête de la future victime, puis dans celle de sa fille, celle du meurtrier, celle du narrateur. Pourquoi cette histoire, vous avez choisi de l'éclater? En fait, tout m'intéressait dans cette histoire. J'avais envie de rendre justice ou de faire droit à tous les personnages qu'elle engageait, qui tous me paraissaient à un moment et à un autre passionnants. Et puis en plus, je voulais une sorte de de politique égalitaire de la narration, quoi. C'est vraiment rendre raison à toutes les positions. Et puis, ça donne aussi quelque chose qui est important à mon sens dans Molécules, c'est l'instabilité mentale, l'obsession, la dépression peut-être. La dépression, je sais pas. À un moment, il est traité. La dépression est traitée à travers le veuf de la défunte qui s'affaisse. Ça m'intéresse beaucoup, l'affaissement. C'est-à-dire qu'à un moment, il renonce, quoi. Alors que tout le monde salue son courage. Ah, c'est bien, il se tient droit. À un moment, il a plus envie de se tenir droit. Et je pense que on a le droit de ça aussi. On a le droit de s'affaisser. Vous dites non de la tête. Ah non, je m'adresse à ma réalisatrice de loin. Ah d'accord, pardon. Excusez-moi de vous déranger. Vous me dérangez pas. J'étais juste en train de parler d'un livre comme ça, mais vraiment non, mais attendez, la dépression, vous la traitez autrement, parce que le titre fait référence à ces antidépresseurs qui neutralisent, qui apaisent, qui stabilisent l'humeur. Pourquoi ce titre d'ailleurs? Pourquoi avoir choisi de mettre l'accent sur la dimension quasi chimique, François Bégodeau, de cette histoire? Vraiment, le motif moléculaire est décliné de 1000 façons dans le livre, hein, donc il n'y en a pas qu'une. Effectivement, un des personnages principaux est très versé dans la chimie et se servira de la chimie pour accomplir sa vengeance. Je n'en dis pas plus. Et par ailleurs, oui, il y a des. J'essaie de me tenir, disons, dans un stade un peu moléculaire de l'analyse, c'est-à-dire de toujours aller regarder. Vous savez, Sarraute parlait de la sous-conversation, par exemple, Nathalie Sarraute. Bon, mais moi, j'essaie toujours de me situer dans un champ de réalité. C'est là où ça se passe vraiment, c'est-à-dire dans les zones micro-affectives. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand deux personnes se parlent? Qu'est-ce qui se joue véritablement entre eux, en deçà des mots et en deçà de leurs gestes? Qu'est-ce qui se joue un peu partout? C'est surtout ça, Alors effectivement, une des incidences de ce motif-là de la molécule, c'est qu'à un moment, ce personnage de dépressif a affaire aux molécules, se traite par des molécules. C'est aussi ce qui nous soigne, les molécules. Qu'est-ce qui vous soigne, est censé nous soigner? Qu'est-ce qui vous apaise, vous? Pas grand-chose. Je suis pas très apaisé comme mec. Qu'est-ce qui neutralise vos pulsions? Pas grand-chose. C'est un problème. Je me trouve un peu trop nerveux, quoi. En fait, ce qui m'intéresse à votre cas, François, c'est... Merci de vous pencher sur ce... Non, mais c'est que le narrateur, étrangement, me rappelle quelqu'un. Je vais lire un extrait de Molécules, page 223. Je la préviens qu'il est inutile de faire jouer sa clé. Elle va pas allumer le contact. Elle va se caler dans son siège et sagement m'écouter, lui dire qu'elle a tort de se prétendre incapable d'amour. En vérité, elle est très amoureuse de la tragédie mentale dont elle s'est donné le beau rôle. Partout, à toute heure, cette fable l'entretient, la régénère, est sa tutrice indéfectible. Tu es folle d'amour, Léna. Folle d'amour pour ton histoire qui n'est pas la mienne, je n'y fais que de la figuration. Comprends que j'aspire à des partitions plus gratifiantes. On parlait de mise à distance tout à l'heure. C'est dur de s'effacer. En écrivant, pas du tout. Je trouve qu'au contraire, le fait d'écrire notamment des romans, je pense, est une façon de se projeter dans des personnages qui ne sont pas nous. Vraiment, je dis une banalité, mais c'est vrai. En fait, factuellement, quand même, le personnage principal de ce roman est une femme, une jeune femme de 15 ans, de 15 à 20 ans, puisqu'on la suit un peu comme ça remonte un peu le temps. Je veux dire, je fais corps avec elle. Et c'est pas mon corps, quoi. Oui, mais le narrateur, il vous ressemble un peu, non? Oui, mais le narrateur, vous aurez remarqué qu'il surgit très tard et qu'il repart aussitôt, sans avoir été très très efficace dans l'histoire, comme il le dit là dans le passage que vous venez de citer. Et il partage justement, comme je l'ai lu dans ce passage, quelque chose avec le meurtrier. C'est le désir. Parler de désir, François Bégodeau, pour revenir à ce que j'ai lu justement, c'est forcément parler de frustration. Ah non, je crois pas du tout. Mais alors là, ça va nous emmener très très loin. Donc il faudrait qu'on prenne la plage 10-12 heures là. C'est possible ou pas? On annule les émissions. Je vous pose la question. Non, parce que moi je suis très, je suis un peu spinozo-deleuzien, moi. Je veux dire, alors un peu ce que j'en ai lu, ce que j'en ai compris, parce que je suis pas un philosophe professionnel. Mais je crois que le désir est jamais frustré. Le désir marche toujours, figurez-vous. Ce qui est une vraie contradiction par rapport au lieu commun,
qui consiste à dire que là où il y a désir, il y a forcément inaccomplissement. Mais je crois pas du tout. Moi, je pense que le désir se réalise toujours. En tout cas, quand on fait quelque chose, on est toujours en train de réaliser une pulsion. Quoi qu'on dise, c'est-à-dire que voilà, quoi qu'on fasse, il y a un désir au travail. Alors, et justement, écrire, c'est peut-être aller voir quel est le désir au travail. C'est un peu ce que lui dit le narrateur d'ailleurs à Léna à ce moment-là, qui a l'air d'être très malheureuse et très comme ça contrariée par son destin, et lui dit mais tu aimes ton destin fondamentalement. Finalement, cette espèce de croix que tu portes, tu aimes la porter. Merci beaucoup, François Bégodeau, d'être venu faire un tour dans Bon Molécule et publié aux éditions Verticales. Et comme souvent, chez Verticales, c'est de la balle.